L'enregistrement des faits d'état civil et les données qui en découlent sont fondamentaux pour la vie des individus et des pays. L'enregistrement officiel des naissances, des décès, des mariages et des adoptions permet à chaque personne de faire reconnaître, pièce justificative à l'appui, son identité juridique, ses liens de famille et sa nationalité. Mais après évaluation, le système d'état civil en Côte d'Ivoire est reconnu comme faible. 28% des enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés à l'état civil, contre d'ailleurs 45% en 2006. Il y a donc une amélioration. Mais la situation est toujours à améliorer. Comment pallier la situation? Où en est-on à ce jour avec la réforme de l'état civil et de l'identification engagée en 2018? Bonjour et bienvenue dans Ça fait l'actualité. Nous avons deux invités aujourd'hui pour parler des nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances en Côte d'Ivoire. Deux invités donc. Au terme de son évaluation, le système d'enregistrement des faits d'état civil et de production de statistiques vitales, CRVS, de la Côte d'Ivoire a été classé comme étant faible dans la typologie des systèmes nationaux d'enregistrement des faits d'état civil en Afrique. Cette évaluation a révélé que le dit système est incomplet et incapable de fournir des statistiques requises pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes de développement pour résorber la baisse continue du taux d'enregistrement des naissances et des décès. UNICEF soutient le gouvernement. Nous recevons aujourd'hui deux spécialistes. L'un est chef de département état civil à l'ONESI, M. Mélès Essis Jean-Yves. Bonjour, M. Mélès. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et avec vous, nous avons le second qui, lui, est spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF, M. Hyacinthe Sigui-Mokié. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Hamza. Merci d'être venu. Merci. Sur notre plateau ici à RTI1. Alors tout de suite, la première question qui me vient, quel est l'état des lieux de l'état civil en Côte d'Ivoire? Merci bien, M. Hamza. Il faut dire que déjà en 2017, il y a eu une enquête complémentaire sur l'état, de l'état civil en Côte d'Ivoire. Vous l'avez indiqué, qu'on a trouvé qu'il était faible. Et donc, pour résorber cette question, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place, adopté une stratégie nationale de l'état civil et de l'identification avec plusieurs axes, 6 axes. Et parmi ces axes, nous avons la réforme des tests juridiques. Et c'est dans le cadre de ces tests-là que des nouveaux mécanismes, mettre le pied un peu dans le sujet, des nouveaux mécanismes ont été créés afin d'améliorer les services d'état civil en Côte d'Ivoire. Donc l'état civil en Côte d'Ivoire, il y a problème. Oui, je voudrais dire vraiment, pour aller peut-être plus loin que M. Mélès, c'est-à-dire dans le cadre de l'état des lieux de l'état civil, en fait, le fait qu'on dise que l'état civil est faible, il y a eu, et comme il l'a indiqué, une évaluation pour tenir compte du programme africain d'amélioration des systèmes d'état civil en Afrique. Et l'état civil ivoirien a été reconnu comme n'ayant pas de continuité, parce que souvent il y a des ruptures d'intrants. Quand je parle d'intrants, les registres de déclaration ou les formulaires de déclaration, souvent il y a des ruptures. On a également le personnel de l'état civil, souvent qui n'est pas qualifié. Quand vous allez dans une sous-préfecture, la plupart du temps, c'est le garde de sous-préfecture qui est en charge souvent de l'état civil. Or, c'est pas son travail. Mais qu'est-ce qui explique ça? Ceux dont c'est le travail, pourquoi ils ne sont pas là où il faut? Monsieur Mélès. Oui, il y a d'abord la qualité du personnel, l'insuffisance du personnel. Tout à l'heure, il a parlé du cas des sous-préfectures. Même dans les communes, ce sont des personnes qui ne sont pas formées à l'état civil. Il y a un maire qui a été élu dans une commune, il vient avec son équipe, il peut prendre des personnes qui ne sont pas outillées, il les met au service de l'état civil. C'était en fait le parent pauvre des services. Et donc, c'est tout cela que la stratégie dont j'ai évoqué tout à l'heure va venir pour régulariser, puisqu'on va maintenant procéder à la formation de ces personnes-là, afin de leur donner les outils nécessaires à la bonne gestion des services d'état civil. Avant de poursuivre, on va chercher à comprendre ce que ça signifie, même déclaration. L'enregistrement des naissances, qu'est-ce que c'est exactement? En quoi c'est important? C'est quoi son utilité? L'enregistrement des naissances, c'est le fait de constater la survenance d'un fait d'état civil. Ça peut être une naissance, un mariage ou un décès. Et on l'inscrit dans un registre dédié. Ça peut être un registre d'état civil, un registre de naissance ou de décès. C'est important parce que les actes qui en découlent
une certaine authenticité. De sorte que pour le contester, il faut faire une procédure d'instruction en faux et tout. Donc, ça permet de justifier de son état juridique, de sa personnalité juridique, de sorte que la personne qui est dépourvue d'acte d'état civil ne peut pas juridiquement dire qu'elle existe. Donc, il est important de procéder à l'enregistrement et des personnes physiques. Au-delà de l'aspect juridique et la personnalité juridique, il faudrait savoir que l'enregistrement des naissances, donc l'état civil, permet une bonne planification du développement. En fait, le but principal, au-delà de l'identité juridique, l'un des buts d'avoir un bon état civil fiable et moderne, c'est la question de la planification. Parce que lorsqu'on peut connaître le nombre de personnes dans une localité donnée, on peut pouvoir planifier le développement, les infrastructures dans cette localité. C'est vraiment l'un des éléments. Et nous, notre système d'état civil est faible. Comment c'est possible? Comment c'est arrivé? Un pays comme le nôtre, pourquoi on est mal classé à ce niveau? Oui, on a indiqué qu'il était faible au regard des standards des Nations Unies. Bien sûr. Il y avait un standard que nous avons suivi pour l'évaluation. Donc, au sortir de cette évaluation, on a considéré qu'il était faible. On a quand même près de 30% d'enfants de moins de 5 ans qui n'ont pas d'acte d'état civil. Oui, justement, cela rentre dans le caractère faible de la situation. Mais ça a été corrigé. Et donc, on va en revenir. Ça a été corrigé en intégrant surtout la santé, le service de santé dans l'enregistrement des faits d'état civil, ce qui est vraiment un mécanisme nouveau, important, qui va faire booster le nombre d'enregistrements des enfants. Pourquoi? Peut-être dit que vous avez parlé du taux, du pourcentage. Je veux dire, il y a des éléments qui expliquent pourquoi ce taux est... C'est ce que je veux savoir. Pourquoi c'est faible en Côte d'Ivoire? Pourquoi notre système, tout n'est pas mis en œuvre pour qu'on soit fort? On peut expliquer, on peut prendre différents aspects, mais moi, je vais prendre des aspects peut-être plus concrets. C'est d'abord l'aspect culturel. L'aspect culturel. Vous devez savoir que dans certaines cultures ou traditions, on ne déclare pas immédiatement l'enfant. Il faut attendre une certaine période. Le baptême, par exemple. Ça peut être 1 mois. Dans certaines contrées, on nous a dit que ça peut faire 1 an. Donc, avant de déclarer l'enfant. Donc, ça, c'est le premier. Et l'un des aspects importants dans le monde rural, c'est la question de l'opportunité. Mais je pense que la nouvelle réforme règle ça. Quand je parle de la question de l'opportunité, le parent qui est au village, il ne déclare pas son enfant et il va commencer à le déclarer quand il sait que l'enfant va arriver au CM2. Pour passer l'examen. C'est comme ça. Déjà, il est, j'ai dit, hors délai et ça revient encore cher de déclarer l'enfant parce qu'il est hors délai. Donc, la question d'opportunité. Justement, ça m'amène à vous demander, c'est quoi l'impact d'un système comme le nôtre, un système d'état civil faible, un système défaillant? On peut dire défaillant, notre système de... Défaillant, non. Faible. Faible. Pas Quel peut être l'impact d'un système aussi qui est faible? On n'a pas l'exhaustivité de la population. Ça, c'est déjà... D'accord, donc ce qui empêche la planification. La planification, Voilà, ça, c'est déjà un point. De sorte que l'État ne peut pas projeter, n'est-ce pas, la planification ou la création des structures sociales telles que les écoles ou les maternités. Donc, il y a ce fait-là, il y a ce fait qui est créé par la non-déclaration à l'état civil. On n'a pas de statistiques fiables. Oui, bien sûr. Et puis, le fait que les enfants ne sont pas déclarés ou les personnes ne sont pas déclarées, au-delà du fait de la planification, mais il y a la personne elle-même. On sait qu'arriver, par exemple, pour passer un examen, il lui faut des documents. Aujourd'hui, si tu n'as pas de documents, tu ne peux pas passer ton examen. Ça, c'est un. Aujourd'hui, on fait la promotion de la couverture maladie universelle. Avant cela, on vous demande déjà une pièce, enfin un extrait d'acte. Si vous n'avez pas d'extrait d'acte, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir accès à la couverture maladie universelle. Donc, je veux dire, il y a tous ces éléments qui font que ne pas enregistrer son enfant a forcément un impact sur l'avenir de cet enfant. On va plus loin, on sait que la plupart du temps, il y a un lien entre ceux qui n'ont pas de documents et le travail des enfants. Vous voyez, donc il y a tous ces éléments qui font qu'il est important de pouvoir déclarer son enfant à l'état civil. Donc, c'est un peu ce que je... Et pour pallier tout cela, il y a une réforme qui a été initiée. À quoi va donc ressembler notre système désormais avec l'application de cette réforme? Avec l'application de cette réforme, comme je l'ai indiqué, il y a la création de nouveaux mécanismes. C'est quoi les nouveaux mécanismes? Maintenant, nous avons des instruments communautaires. Dans les villages, nous avons ce qu'on va appeler les points de collecte. Donc, des personnes dans un village, dans tous les villages de Côte d'Ivoire, qui seront dédiés
à l'enregistrement des faits qui interviennent dans ce village-là, naissance, décès notamment. C'est ce que vous avez appelé point de collecte communautaire. D'accord. Et dans les services de santé, maternité, même de vaccination, il y aura le point de collecte sanitaire. Voilà. Donc, le maillage de tous ces éléments-là va permettre... Ça rapproche l'administration des populations. Dans un des cas pour lesquels, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas assez de déclarations, c'était les sites des centres d'état civil étaient éloignés. Avant, c'était uniquement soit la sous-préfecture ou la mairie. Et donc, des villages reculés, les parents ne percevaient pas l'importance de la déclaration. Surtout qu'il fallait se déplacer de l'oncle, même 20 km pour pouvoir trouver un centre d'état civil. Donc, tout cela... Et comme solution à cela, vous avez trouvé les points de collecte communautaires. Bien sûr. Dans les villages, dans tous les villages. C'est-à-dire le village, la sous-préfecture, enfin le village détermine quelqu'un, choisit quelqu'un qui est validé par, on va dire, le préfet, le sous-préfet. Tout à fait. Et puis qui va servir de relais entre l'administration et il a un registre, il a des carnets où il va vraiment prendre toutes les informations concernant les faits. Oui. Et qui pourra aller, lui-même, cette fois-ci, c'est lui qui va se déplacer pour aller faire la déclaration auprès d'un centre d'état civil ou d'un bureau d'état civil. Et quels sont les axes de cette réforme? Vous avez parlé tout à l'heure d'un axe juridique. Oui, il y a 6 axes dans la réforme, la stratégie nationale d'état civil d'identification. Nous avons 6 axes. D'accord. Le premier axe, c'est l'axe de la réforme juridique. Juridique institutionnelle. Oui. Dans cette réforme juridique, nous avons deux nouvelles lois sur l'état civil. Le deuxième axe, c'est l'organisation fonctionnelle et le renforcement des capacités des agents. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que les agents ne soient pas vraiment formés. Et donc, ce axe-là impose que nous formions tous les agents et officiers de l'état civil. Nous avons maintenant l'axe 3 qui est le fichier national, qu'on reconnaît du manière comme le RNPP, le Registre national des personnes physiques. Ça fait partie du 3e axe. Et nous avons l'appropriation sociale, parce qu'en fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on met en place pour la population, donc il faut pouvoir trouver un mécanisme d'information, sensibilisation, pour que les populations agréent, pour que les populations adoptent les réformes qui sont proposées. Donc il y a tous ces axes-là qui seront prévus également. On parle aussi d'un numéro unique identifiant. Oui, le numéro unique d'identifiant, ça rentre dans le cadre du RNPP, du Registre national des personnes physiques. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Ça rentre dans le cadre du RNPP qui lui-même est formé de 3 blocs. Justement, l'état civil, les titres d'identité et les flux migratoires. Une personne qui est déclarée à l'état civil, ça va générer un numéro NNI pour cette personne. Si une personne fait une demande de carte nationale d'identité, si une personne franchit ou foncière, ainsi de suite. L'informatisation est aussi prise en compte, non? Évidemment. Sans l'informatisation, vraiment, on ne pourra pas être véritablement efficace. On ne va pas être efficace. Et puis, avec la nouvelle loi sur l'état civil, aujourd'hui, quels sont les documents qui sont demandés pour déclarer une naissance à la mairie ou à la sous-préfecture? Je pense que pour... les documents qui sont demandés, il y a juste le certificat de déclaration de naissance, comme on vous a dit, à partir de la maternité ou des services de vaccination. Désormais, en principe, la loi dit que c'est ce seul document qui est demandé, ou le carnet de naissance, n'est-ce pas, ou l'attestation pour il apparaît des points de collecte communautaires, c'est-à-dire ceux qui sont dans les communautés. Donc, il y a ces documents qui sont fournis au niveau des services de santé ou au niveau du point de collecte communautaire et qui permettent de déclarer les naissances. C'est-à-dire c'est un document à 3 volets. Il y a un volet qui reste à l'hôpital ou au point de collecte communautaire. Il y a un qui est remis aux parents. Et l'état civil, c'est-à-dire la mairie ou sous-préfecture, tout à l'heure on l'a dit, maintenant ils sont des services mobiles, ils vont chercher les documents pour déclarer automatiquement la naissance. Donc le but c'est vraiment arriver en sorte que toute naissance qui intervient en Côte d'Ivoire, que ce soit à la maternité ou en dehors de la maternité, cette naissance puisse être captée et automatiquement déclarée à l'état civil et permettre d'augmenter considérablement le taux d'enrichissement des naissances. Mais pourquoi on constate autant de disparités d'une mairie à une autre, d'une sous-préfecture à une autre? À gauche, on peut demander la carte nationale d'identité, un autre côté, le livret de naissance. Il y a même quelqu'un qui m'a dit on lui a demandé son acte de mariage avant. Oui, effectivement, avant, ce sont des actes qui se faisaient, ce qu'on a qualifié de mauvaises pratiques. C'est des mauvaises pratiques et c'était des freins aux déclarations. Parce que le parent qui vient de déclarer son enfant, vous lui demandez un certificat de mariage, bien, il a pris un temps pour venir déclarer. S'il n'a pas le certificat de mariage, c'est lui qui répare la maison, ce n'est pas sûr qu'il revienne. Supposons que ce soit un pauvre paysan
Donc c'est difficile. C'est pour ça que la loi, cette fois-ci, a été claire et nette. Les documents qui sont exigés, le certificat médical de naissance ou le carnet de naissance ou le récépissé du point de collecte. Tout simplement. Tout simplement. Donc, favoriser l'enregistrement. Aujourd'hui, les mairies sont informées, elles ont cette information, les sous-préfectures. Tous les officiers et agents de l'état civil ont cette information. D'accord. Il y a eu des formations sur la nouvelle loi. D'accord. Donc on leur a expliqué tout ce qu'il fallait prendre en compte. Et évidemment, tout ce qui tourne autour de cette nouvelle loi a été porté à la connaissance. Et si je m'appelle Pierre, je me rends à la mairie pour déclarer mon enfant, et puis, voilà, on me demande autre chose, qu'est-ce que je fais? Comme je l'ai dit, c'est un facteur bloquant. En principe, on ne devrait pas vous demander cela. Si la personne est vraiment outillée. Bon, elle n'est pas outillée, elle me demande. Je peux dire, dans le cadre du contrôle de l'état civil, vous avez deux contrôles. Vous avez le contrôle administratif. Donc, c'est-à-dire, en principe, si elle vous demande cela, vous pouvez saisir déjà les autorités du ministère, notamment la direction générale de l'administration du territoire ou la direction générale de la décentralisation, qui sont, j'ai dit, un peu la hiérarchie de soit la sous-préfecture ou de la mairie. Donc ça fait le contrôle administratif. Mais il y a également, je pense que le contrôle judiciaire qui est mené par le procureur en charge de l'état civil. Donc si on vous fait ce genre de frein, vous avez la possibilité de saisir ces différentes autorités pour que cela puisse disparaître. Comme on l'a dit, vraiment, la nouvelle loi a voulu être souple et simple, donc on ne doit plus exiger un autre document que le certificat médical de naissance. Et voilà. D'accord. Qui, en Côte d'Ivoire, peut déclarer l'enfant? Est-ce qu'une mère, par exemple, dont l'époux, le compagnon, l'ami ne reconnaît pas l'enfant, est-ce qu'elle peut déclarer? Oui, sur ce point aussi également, la loi est claire. Cette femme peut déclarer cet enfant. La loi dit que la déclaration est faite par le père ou la mère, le père ou la mère, les ascendants, toute personne qui a assisté à l'accouchement. Elle va plus loin pour dire, même la personne, si l'accouchement a eu lieu à domicile, la personne chez qui l'accouchement a eu lieu. Donc, les personnes sont Ce qui veut dire que le père, l'oncle, le frère, oui, tout le monde... il y a même les proches parents. Donc l'oncle peut déclarer, peut procéder à la déclaration en se munissant évidemment des documents du document qui a été déterminé. Moi, je pense que cette disposition de la loi aussi vient régler un certain nombre de problèmes qui, avant, on le voit souvent avec nos sœurs et ceci. Lorsque le présumé père ou bien le présumé géniteur ne reconnaît pas, on prend la pièce de son frère ou de son oncle pour dire que c'est lui le père ou la mère. Non, c'est pas possible. Maintenant, la femme, si monsieur ne reconnaît pas l'enfant, vous pouvez aller à la mairie ou à la sous-préfecture, déclarer votre enfant. Et puis après, quitte à lui, si jamais, j'ai dit, un bon esprit le traverse un matin qui veut reconnaître, il va venir faire la reconnaissance. Mais l'enfant peut, avant cela, porter le nom de la mère. Bien sûr, l'enfant peut porter le nom de la mère, bien sûr, sans problème. Sans problème. Y a-t-il une différence entre la déclaration des naissances et la nationalité? Oui, bon là, je dis que c'est deux champs différents. L'état civil en Côte d'Ivoire concerne tous ceux qui sont nés sur le territoire. Que soyez ivoiriens ou étrangers, lorsque vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous êtes enregistré de la même manière qu'un Ivoirien. Maintenant, la nationalité, ça c'est autre chose. Donc, ce n'est pas véritablement lié. On peut naître en Côte d'Ivoire et ne pas être ivoirien, comme on peut naître à l'étranger et avoir la nationalité ivoirienne. Donc, ce n'est vraiment pas lié. Moi, peut-être, pour aller dans ce sens, peut-être pour être encore plus précis dans ce cas, c'est-à-dire, il faudrait qu'on dise à la population que dès lors qu'on enregistre qu'il soit une personne étrangère à l'état civil, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, elle a la nationalité. Ah oui, donc, c'est important de faire cette distinction. On peut enregistrer, un étranger peut aller enregistrer son enfant à la mairie, mais ça ne veut pas dire que automatiquement, cette personne devient ivoirienne. Donc, c'est important de savoir. Parce que la nationalité, après, il y a des conditions pour obtenir la nationalité ivoirienne. Donc, c'est important de préciser cela, que l'enregistrement des naissances, que l'extrait de naissance, ça ne veut pas dire forcément ça donne la nationalité. Donc, rappelez-nous les nouvelles responsabilités des mairies et des sous-préfectures, déjà. Bon. OK. Au niveau des mairies, comme on l'a dit, c'est vraiment, avec les nouveaux mécanismes, toutes les mairies doivent pouvoir aller, j'ai dit, chercher les certificats de déclaration de naissance au niveau des maternités
ou des services de vaccination. Donc ça, c'est clair dans la loi, ils doivent se déplacer pour aller chercher ces éléments. C'est la même chose au niveau des sous-préfectures qui sont aussi les officiers d'état civil. Ils doivent pouvoir aller chercher les documents dans les différentes maternités ou dans les différents centres de vaccination. Et alors, la justice, les affaires étrangères? Oui, les affaires étrangères, prenons le cas des affaires étrangères, l'état civil de Côte d'Ivoire concerne tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui ont des faits d'état civil, notamment des naissances à l'étranger ou des mariages, peuvent et doivent, c'est même pas peuvent, doivent, après avoir déclaré par exemple la naissance dans le pays d'accueil, ces Ivoiriens qui sont à l'étranger doivent donc faire transcrire l'excès date de naissance de leur enfant dans le registre. C'est important parce que des personnes souvent oublient. Je suis à l'étranger, je travaille dans une organisation internationale. J'ai mes enfants qui sont nés en France, à Paris. Et j'attends de venir à la retraite avec les documents, les essais de naissance qui ont été dérivés par l'état civil français. En Côte d'Ivoire, ça n'a aucune valeur. Je dis, vous ne pouvez pas utiliser ça comme ça, même si vous êtes ivoirien. Vous êtes tenu de procéder à la transcription de l'excès de naissance de vos enfants nés à l'étranger à l'ambassade ou enfin au service consulaire de la Côte d'Ivoire à l'étranger pour pouvoir, une fois en Côte d'Ivoire, bénéficier par le casier central en Côte d'Ivoire, avoir un excès de naissance qui peut servir devant les autorités ivoiriennes. L'en est de même pour les étrangers. L'étranger, celui qui est né dans un pays frère, qui vient en Côte d'Ivoire, qui veut, d'une manière qui a pu acquérir la nationalité ivoirienne, qui veut avoir son excès de date de naissance, il va avoir une pièce administrative. Le document, l'excès de date de naissance qu'il va produire provenant de son pays, il faudrait que le consulat en Côte d'Ivoire certifie qu'effectivement ces documents étaient des documents valables. Donc, les affaires étrangères, que ce soit les Ivoiriens à l'étranger ou les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, ils sont également concernés. Quelles sont les difficultés, vous devez en rencontrer bien sûr, quelles sont les difficultés que vous avez, quels sont vos défis dans la mise en œuvre de ces nouveaux mécanismes? Monsieur Mélès. Le défi majeur, à mon sens, c'est d'abord la création. Je crois que ça, c'est pas le plus compliqué. La création des points de collecte communautaires et sanitaires. Mais plus encore les points de collecte communautaires, les bureaux d'état civil et les agents qui vont animer ces structures. Parce qu'avant cette nouvelle réforme, il y avait ce qu'on appelait les centres secondaires. Les centres secondaires d'état civil, c'était pratiquement des bénévoles. Pratiquement. C'est vrai qu'il y avait des vieux tests qui disaient qu'on leur donnait 115 francs l'acte, mais ça n'a pas été évidemment appliqué. De sorte que tous les problèmes qu'on a eu au niveau de l'état civil venaient de cela. Donc, il faudrait que les agents, les points de collecte qui vont être retenus, les agents des bureaux d'état civil qui vont être retenus, doivent pouvoir être rémunérés. Parce que si nous, on veut faire du bénévolat, ça ne pourra pas marcher. Ça, les études l'ont démontré. Donc, vraiment, c'est un défi majeur pour la Côte d'Ivoire. Un défi majeur, vous en avez un autre? Oui, moi, l'autre défi, c'est vraiment toujours l'aspect traditionnel, parce que ces nouveaux mécanismes, comme on l'a dit, qui permettent de rapprocher vraiment les services d'état civil des populations, on a constaté sur le terrain, parce que déjà, c'est mis en œuvre dans près de 62% des maternités de Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec le ministère de la Santé, ils vont aller à 100% d'ici la fin de l'année. Mais ce qu'on constate, c'est que puisqu'on veut déclarer automatiquement les enfants, souvent, on a le problème des prénoms de l'enfant et même de l'information du père. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a souvent des époux qui gardent les documents d'identité de leurs épouses, de leurs conjoints? Ils ne donnent pas les papiers. Donc la femme, même quand elle va à la maternité, souvent qu'on n'a même pas... Elle dit juste son diminutif, mais on n'a pas l'information. Et ça ne peut pas permettre de, par exemple, déclarer l'enfant. Son diminutif, c'est-à-dire, elle peut dire « je m'appelle Ami », alors que sur les documents, c'est Aminatou, Aminata. Voilà. Donc, c'est écrit d'une manière vraiment... Voilà. Donc, c'est vraiment le gros problème qu'ont les sages-femmes ou les infirmiers qui vraiment sont dévoués à la tâche, sont vraiment impliqués dans ces nouveaux mécanismes et qui le font avec joie. Je profite de ce micro pour leur dire vraiment merci pour ce qu'ils font pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas moyen de rendre tout cela contraignant, obligatoire, assorti d'une sanction pour que vraiment on puisse s'en sortir? Une sanction, c'est rendu obligatoire. La sanction, peut-être pas une sanction pénale pour dire le père sera mis en prison ou autre, mais je veux dire, ils vont sentir même la sanction. Parce que quand votre enfant, vous n'avez pas déclaré votre enfant, vous attendez à la classe de CM2 pour le faire, vous serez obligé d'avoir recours à la justice. Et c'est plus cher. Et c'est plus cher. Oui, 35 000 francs. Bon, ça dépend des juridictions. D'accord. Bon, enfin, c'est homogène, mais je ne connais pas le montant exact. D'accord. Voilà. Mais déjà, quand vous faites la simple déclaration,
D'abord, la déclaration est gratuite. Oui. La déclaration est gratuite, vous rendez au centre, vous faites la déclaration. C'est lorsque vous voulez un acte. Mais extrait que vous payez les... Monsieur Mélès, on dit la déclaration, oui. On veut que tout le monde soit déclaré à la naissance, mais en même temps, il y a l'école pour tous, où on permet à tout le monde d'aller à l'école avec ou sans acte de naissance. Est-ce que c'est pas... Non, je veux dire, non, c'est pas contradictoire, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai qu'on a le premier droit, comme souvent certains le disent, c'est le premier droit de l'homme à avoir son document d'identité. Et au même moment aussi, on a droit à l'éducation. Donc, il faut permettre... Mais le but, c'est vraiment, avec ces nouveaux mécanismes, justement, c'est pour permettre que ces enfants puissent être, dès le départ, être enregistrés. Merci. Merci, M. Sigui, M. Mélès. Merci, M. Sigui. L'UNICEF appuie l'État techniquement, financièrement. Merci encore à vous. Merci beaucoup, messieurs. Donc, M. Sigui de l'UNICEF, Hyacinthe Sigui-Mo, qui est directeur de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Et vous aussi, M. Mélès et Sis Jean-Yves, vous êtes chef de département État civil à l'ONESI, l'Office national de l'État civil et de l'identification, dont le directeur général est Kafana Sitioni. Toutes nos salutations à lui. Merci encore à tous les deux d'être venus nous parler des nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances en Côte d'Ivoire et bon retour chez vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre confiance et à bientôt sur la chaîne qui rassemble.